Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que la question du sexe biologique t'intéresse ou que tu as envie de rager très très fort, auquel cas, je te demanderai de regarder la vidéo en entier avant de commenter. Aujourd'hui, on va parler de sexe biologique, et avant toute chose, je voudrais ouvrir une parenthèse. L'objectif de cette vidéo n'est pas d'essentialiser les comportements ou les ressentis à partir du naturalisme, une perspective qui cherche à expliquer l'identité de genre par des facteurs biologiques tels que les influences génétiques, hormonales et neurologiques, en supposant une origine indépendante des influences sociales et culturelles. La question qu'on pose aujourd'hui est bien différente. Est-ce que le sexe biologique est aussi binaire que certains le prétendent? Alors, de quoi on parle? C'est quoi le sexe biologique? C'est une classification basée sur un ensemble de caractéristiques biologiques liées à la reproduction. Il est donc généralement défini à partir de plusieurs critères, génétiques tout d'abord, avec le karyotype sexuel et l'expression de certains gènes qui vont influencer le développement des gonades, les gonades, c'est-à-dire les glandes qui produisent les gamètes et les hormones sexuelles, principalement les ovaires chez la femelle et les testicules chez le mâle, les hormones sexuelles, la prédominance des oestrogènes et de la progestérone chez la femelle et la testostérone chez le mâle, les organes génitaux internes et externes, utérus, vagin, prostate, pénis, sur la des dizaines si vous voulez, mettez en pause, les caractères sexuels secondaires phénotypiques, le développement mammaire, la pilosité, la musculature, la taille, etc. Mais il est important de noter qu'aucun de ces critères n'est inaliénable pour définir le genre sexuel. Il existe des variations du développement sexuel, ce que l'on appelle l'intersexuation, résultant de changements, qu'ils soient chromosomiques, hormonaux ou développementaux, et qui ne respectent pas une ou plusieurs caractéristiques qu'on vient d'évoquer. Au collège, on m'a appris que XX c'est la femme et XY c'est l'homme, et basta. Oui, mais au collège, on t'a aussi appris un modèle simplifié de l'atome, le modèle de Bohr, avec les électrons tournant autour du noyau comme les planètes autour du Soleil. Mais pendant les études supérieures, ce modèle est remplacé par une vision beaucoup plus complexe et nuancée, notamment avec la mécanique quantique, où on parle d'orbital électronique plutôt que d'orbite fixe, et où la position d'un électron n'est plus déterminée de manière précise, mais plutôt par sa probabilité de présence dans une certaine région de l'espace. Bref, les connaissances qu'on a apprises au collège, on va les laisser un petit peu de côté et on va faire un petit saut dans le temps. Ils sont partis dans les couloirs du temps. En 1890, les chromosomes n'étaient pas encore clairement identifiés comme X et Y. Leur découverte en tant que structure distincte est survenue au début du XXe siècle, notamment avec les travaux de Edmond B. Wilson et de Thomas Hunt Morgan qui ont associé les chromosomes X et Y à la détermination du sexe. Chez les drosophiles, on observe que les mâles testés ont 8 chromosomes au total, dont un X et un Y, tandis que les femelles ont également 8 chromosomes, mais comprenant 2 chromosomes X. Il pose ainsi les bases de la compréhension de la détermination du sexe chez les espèces à système sexuel chromosomique, comme chez les humains. Avançons un peu de 50 ans. La structure de l'ADN est élucidée en 1953 par James Watson et Francis Crick. Et, en 1956, les scientifiques Joe Cho et Albert Devan démontrent que l'espèce humaine possède 46 chromosomes et non 48 comme on le croyait alors, ce qui permet d'établir que les hommes ont une configuration chromosomique 46XY et les femmes 46XX. À moins que... On découvre alors que certains hommes ont 47 chromosomes, dont 2 X et un Y, ce qu'on nomme aujourd'hui le syndrome de Klinefelter, tandis que certaines femmes en ont 45, avec seulement un X, le syndrome de Turner. Jusqu'ici, toujours pas de problème avec le fait que le chromosome Y puisse définir la masculinité. Et puis, on découvre qu'un homme sur 300 environ n'est pas 46XY, mais que certaines femmes le sont. Ah, on avance un peu. On constate que le gène SRY, généralement présent sur le chromosome Y, est parfois absent, transposé sur un autre chromosome, donnant des hommes avec un karyotype 46XX et des femmes avec un karyotype 46XY. Bon, l'idée que le sexe soit entièrement déterminé par les chromosomes semble un petit peu dépassée. On conclut que c'est le gène SRY qui définit la masculinité. Mais, plus tard, on découvre que certains hommes n'ont pas du tout de SRY, alors que certaines femmes en sont pourvues. D'autres gènes semblent impliqués, et, au-delà des gènes, on découvre que d'autres facteurs entrent en jeu, tels que l'insensibilité aux androgènes par exemple, qui féminise du point de vue du phénotype les personnes 46XY, ou l'hyperplasie congénitale des surrénales, qui masculinise les personnes 46XX. Dans les années 70, d'autres syndromes, tels que la déficience en 5-alpha-réductase 2, ont été identifiés, ce qui fait que les individus peuvent naître avec des organes génitaux féminins et développer des traits masculins à la puberté, et ce pour le reste de leur vie. D'ailleurs, ce phénomène est plus fréquemment observé chez certaines populations, notamment dans certaines régions de la République dominicaine et du Vanuatu, où il est surnommé Huevadoche, signifiant pénis à 12 ans. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Dans les années 90, on découvre que des perturbations hormonales pendant le développement fœtal pouvaient entraîner des discordances entre le sexe et le développement de certaines caractéristiques sexuelles, et ce, indépendamment de la génétique. Ces découvertes ont renforcé l'idée que le développement sexuel ne dépend pas uniquement des chromosomes, mais aussi de l'action des hormones in utero et de la sensibilité des tissus à ces hormones. Au fur et à mesure, les chercheurs continuent de découvrir d'autres gènes. Le gène SOX9 par exemple est essentiel à la formation des testicules et peut, dans certains cas, compenser l'absence de gène SRY,
tandis que le gène DAX1 peut bloquer l'effet du SRI dans certaines conditions, entraînant un développement ovarien malgré un karyotype XY. C'est l'exception qui confirme la règle. Que ces modifications ne soient pas une norme ne change pas la variabilité du sexe ni sa complexité. Il ne s'agit pas de remettre en cause la binarité fonctionnelle comme norme biologique dominante, mais de comprendre que les variations qui existent dans le développement sexuel humain ne s'inscrivent pas toujours dans une seule catégorie stricte. Certaines personnes intersexes présentent des variations hormonales, phénotypiques ou chromosomiques qui intègrent à la fois des caractéristiques biologiques typiquement féminines et masculines. Chaque nouvelle découverte soulève de nouvelles problématiques, de nouvelles questions, et ce qui semblait évident hier peut s'avérer réducteur demain. La biologie n'échappe pas à cette règle, elle n'est pas figée dans une dichotomie rigide, mais façonnée par des variations et des adaptations, et ce n'est pas parce que certaines structures sociales ou normes culturelles s'appuient sur des modèles simplifiés que ces modèles reflètent la diversité biologique observée, parce que breaking news, les systèmes vivants sont rarement aussi tranchés que les catégories sociales que nous leur imposons. Même s'il est tentant de rester sur des schémas de pensée normatifs qui simplifient les discussions, il faut bien comprendre que cela ne correspond pas à la réalité scientifique. Nos catégories de classification, qu'elles soient biologiques ou sociales, sont soumises à des normes pratiques, mais ces normes ne doivent pas masquer la complexité réelle du monde. Bon, alors je voulais préciser 2-3 trucs, histoire que ce soit bien clair, parce que la vidéo elle est courte, elle est dense, il y a beaucoup de termes scientifiques, donc c'est pas pour essayer de vous faire une surcharge cognitive et vous dire regardez c'est scientifique, voilà il y a plein de termes, vous allez pas comprendre, faites-moi confiance, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, j'aimerais vraiment préciser que le sexe biologique n'a pas de grand chose à voir avec la question du genre en tant que construction sociale. Le genre en tant que construction sociale, c'est les attentes qui sont liées au genre, c'est-à-dire les rôles qui sont assignés. Si tu es perçu comme un homme, si tu es perçu comme une femme, tu n'auras pas les mêmes injonctions, tu n'auras pas les mêmes pressions sociales, les gens n'auront pas les mêmes attentes vis-à-vis de toi, et il n'y aura pas les mêmes rapports de domination entre les deux genres. Voilà, ça c'est le genre en tant que construction sociale, et c'est de ça vraiment qu'on parle en fait dans le débat public, et c'est ça qui est intéressant comme question. Le sexe biologique, quelque part, c'est vraiment très très peu important, excepté dans des conditions très précises comme des conditions médicales par exemple. Voilà, ça peut être intéressant dans ce contexte-là, mais dans la vie de tous les jours, quand on parle du genre sexuel, ramener ça à la biologie, en fait, ça n'a aucun intérêt. Pour ce qui est du sexe biologique, pour le dire simplement, il y a d'un côté des caractéristiques typiquement masculines, notamment au niveau des gonades, des hormones, du karyotype, etc., et typiquement féminines, etc. Et en fait, il y a des zones grises, c'est-à-dire qu'il y a des variations, que ce soit des variations hormonales, des variations au niveau génétique, etc., qui font que certaines caractéristiques ne correspondent pas strictement au genre typiquement masculin ou strictement au genre typiquement féminin, voilà, et ça c'est ce qu'on appelle l'intersexuation, et cette intersexuation en fait n'a rien à voir avec l'identité de genre, voilà. Et d'ailleurs on peut tout à fait être un intersexe et se reconnaître en tant qu'homme ou en tant que femme, donc vraiment il faut vraiment faire la distinction entre les deux. En fait, en science, quand on cherche à comprendre les bases biologiques de l'identité de genre, c'est pas du tout pour essayer d'essentialiser les individus, et le fait que la science s'intéresse au sexe biologique pour tenter de comprendre certains mécanismes qui pourraient expliquer, je sais pas, notamment un petit peu la transidentité. Par exemple, on sait que au niveau du noyau de la strie terminale, il y a des connexions neuronales qui sont plus en accord avec le genre perçu qu'avec le genre réel qui est assigné à la naissance. Le genre réel, je veux dire le sexe biologique qui est assigné à la naissance. Donc ça prouve bien qu'il y a des mécanismes qui sont à l'œuvre, mais en fait, quelque part on s'en fout complètement en fait, c'est pas une explication qui vise à essentialiser les individus. En fait, le fait qu'il y ait une intersexuation, le fait qu'il y ait des personnes qui aient des caractéristiques mixtes, en fait, ça ne remet pas en question la binarité fonctionnelle du sexe, c'est-à-dire qu'il faut des gamètes mâles et des gamètes femelles pour faire un enfant, voilà, c'est pas remis en question. Ça ne remet pas en question non plus la norme au sens statistique, hein, ça ne remet pas en cause le fait que la plupart des personnes ont un sexe masculin avec toutes les caractéristiques masculines qui vont avec, ou un sexe féminin avec toutes les caractéristiques féminines qui vont avec, et voilà. Et parfois il y a des variations, c'est pas forcément non plus de l'intersexuation, c'est pas là. Par exemple, si une femme a un peu plus de testostérone que certains hommes, c'est pas forcément de l'intersexuation non plus, voilà. Tout ça pour dire que d'ailleurs le taux hormonal est aussi arbitraire que le karyotype, hein, pour décider si tu es un homme ou une femme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de caractéristiques que ça qui définissent le sexe. Parce qu'en fait, ces variations, comme les conditions intersexes, elles ne créent pas des catégories distinctes, elles s'inscrivent plutôt dans un spectre entre les deux pôles dominants, mâle et femelle. En fait, il existe un continuum biologique, une personne intersexe peut avoir des organes génitaux ambigus, mais ses chromosomes ou ses hormones peuvent pencher davantage d'un côté du spectre ou davantage de l'autre côté. Et en fait, ces variations, elles sont tellement diverses qu'on ne va pas les regrouper dans une troisième catégorie sexe, dans un troisième sexe, ça n'aurait pas de sens. Et on ne va pas non plus créer un sexe différent pour chacune de ces variations, vu qu'elles regroupent des dizaines de conditions différentes qui affectent les critères du sexe de manière unique. Donc en fait, savoir si le sexe est binaire ou non, la réponse à cette question, elle dépend de plusieurs paradigmes et du contexte.
En biologie, on va plutôt considérer le sexe comme un spectre à tendance bimodale, c'est-à-dire un spectre avec deux tendances dominantes, et on va considérer que les variations intersexes ne définissent pas un nouveau sexe, mais qu'elles illustrent la diversité au sein de ce spectre. Donc en fait, ça veut dire que le sexe n'est ni strictement binaire, ni complètement non binaire, en fait, il est quelque part entre les deux. Et c'est pas un truc pour faire du relativisme et mettre tout le monde d'accord, hein, ça va vraiment dépendre du contexte qu'on choisit de mettre en avant. En fait, si on se focalise sur les deux pôles dominants et leur rôle dans la reproduction, on peut défendre une vision binaire du sexe, et si on met l'accent sur le continuum biologique du sexe et la diversité des variations intersexes, on peut défendre une vision non binaire. En fait, la biologie, elle est avant tout descriptive. Elle ne définit pas à elle seule si le sexe doit être vu comme strictement binaire ou non binaire. Elle fournit un cadre de référence pour comprendre les variations. Elle te dit, regarde, il y a un continuum avec deux tendances principales. Entre ces deux pôles dominants, il y a des dizaines de variations qui éloignent les individus de ces pôles. Et toutes ces caractéristiques, elles ont des implications biologiques distinctes. Et voilà, vas-y, maintenant, démerde-toi, fais ce que tu veux. On va prendre un exemple très simple, on va prendre la médecine. En médecine, en fait, la question de savoir si le sexe biologique est binaire ou non binaire, il ne peut pas être tranché de manière absolue, parce qu'en fait, ça va dépendre du cas traité, du cadre d'analyse et des objectifs qui sont poursuivis. D'un côté, on peut considérer que le sexe est binaire dans de nombreux contextes médicaux, pour évaluer les différences hormonales, les risques de maladies spécifiques inhérents au sexe, les besoins en matière de reproduction, etc., et les traitements hormonaux, les dépistages de cancers comme le cancer du sein, cancer de la prostate, etc. Donc pour ça, on va s'intéresser du coup à la fonction de reproduction et à la distinction mâle-femelle classique, donc on va considérer que le sexe est binaire dans ce contexte-là, et d'un autre côté, en fait, on peut prendre en compte que le sexe est non binaire quand on va prendre en compte des variations biologiques qui échappent à cette classification. En fait, on a des personnes intersexes qui présentent des caractéristiques chromosomiques, hormonales ou anatomiques qui ne correspondent pas typiquement à ce qu'on définit en tant que mâle et femelle. Par exemple, une personne qui a une insensibilité aux androgènes, elle peut avoir un karyotype XY, sauf qu'elle a un phénotype féminin, en fait. Et du coup, ça nécessite une approche qui est différente. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de déclarer que le sexe biologique est binaire ou non binaire, parce qu'en fait, c'est ignorer la complexité et la réalité biologique et médicale, en fait. Donc voilà, je résume. Est-ce que le sexe biologique est binaire ? Oui et non, en fait. Le sexe est un spectre à tendance bimodale, avec deux catégories principales et un tas d'intersexes, voilà, qui se situent entre ces pôles. Après, si tu veux mieux définir que ça, ça va dépendre du cadre dans lequel tu te places. Dans la vie de tous les jours, on simplifie souvent le sexe en binaire, puisque ça facilite les interactions sociales, les formulaires administratifs, les structures, etc. C'est ce qu'on appelle un biais normatif, en fait. Mais ce cadre, il dépend pas de la réalité biologique, et en fait, il est même pas basé sur la capacité de reproduction. Il y a plein de personnes qui peuvent pas se reproduire, et pourtant, ça n'influence pas le genre qu'on leur attribue. En fait, quand on appelle quelqu'un madame ou monsieur, on regarde pas son karyotype, on lui tape pas l'entrejambe, on fait une abstraction de certaines caractéristiques perçues, notamment physiques, ou éventuellement des comportements stéréotypés, et en fait on range ça dans une catégorie qui est normée. Voilà, en fait, c'est plus commode. C'est pour ça qu'on parle de construction sociale et de genre, et c'est pour ça que concrètement, en dehors de cadres très spécifiques, comme le médical, le sport, la biologie, en fait la question du sexe biologique, elle a pas grand intérêt. Tout simplement parce que quand on se demande ce qui définit un homme ou une femme, en fait on pose une question qui ne s'arrête pas à la question de la biologie. On a des cadres culturels, par exemple on peut regarder du côté de certaines langues autochtones d'Amérique, qui ont des mots pour désigner les personnes tout-spirites, donc c'est une identité de genre qui est distincte du masculin et du féminin, et qui n'a pas de rapport avec la biologie. On a aussi le hindi et d'autres langues indo-aryennes en fait, qui incluent parfois des termes spécifiques pour les hijras, une communauté traditionnelle en Asie du Sud, qui regroupe en fait des personnes dont l'identité de genre ne correspond pareil ni strictement au féminin, ni strictement au masculin. Et les hijras, ils existent depuis des siècles, en fait. Ils avaient autrefois un statut social et spirituel particulier au sein de la société, et après, sous la colonisation britannique, en fait, ils ont été criminalisés, marginalisés, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, ces genres, ces troisièmes genres dans ces communautés, était une catégorie inclusive au sens moderne. En fait, pour la plupart, c'était juste un troisième genre, avec des injonctions et des comportements typiques attendus, des rôles sociaux, spirituels, culturels, etc. Mais ça souligne bien cet aspect de construction sociale et de rôle assigné, et aussi la pression qui est liée, justement, la pression sociale qui est liée aux gens. Bref, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, c'est un sujet qui est très très sensible. J'espère que cette vidéo sera bien comprise, surtout. Et après, si vous voulez en débattre en commentaire, libre à vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Juste soyez respectueux les uns des autres. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Voilà. Allez, c'est l'heure, Son Goku, ils vont commencer à s'impatienter. Oui, j'arrive. Au revoir les amis, bonne chance. On travaillera dur, je te le promets. Au revoir, sera fier de nous. Au revoir. On se reverra sûrement un jour.